Welkom Pascal, welkom Simon Jamy, welkom Sorana Muncha, welcome all to Ostend. We invited, we are the four of us in front here because we also published this nice book, and we all had a part in it. So I would like to start 5 years ago actually. Pascal, you came to Ostend. You were invited within the context of Salut d'honneur Jan Hoet. And you came to Ostend with a self-portrait, black and white, and you had a Genzenstrop around your neck. A lot of people remember it, apparently. When we invited you now for the show, the first thing you did was making a proposal, 2 portraits from you and your wife, both sitting in an easy chair somewhere on a balcony. Some images you prefer, you called or entitled Mrs. and Mr. Gentenaar. Welcome to Ostend. You're a Gentenaar. You're a civilian of the world. What message did you want to bring with this? Ik kan niet goed Vlaams spreken, hè? Je moet spreken in Frans. Okay? Is oké? C'est vraiment... Je suis content. C'est vraiment la joie d'être ici comme ça, réunis. J'avais me su qu'un 6 avril, j'aurai autant de monde devant moi. Et voilà, comme quoi il faut rêver. Et le rêve peut devenir réalité. Merci d'être venus si nombreux dialoguer avec nous, puisque c'est une conversation. Je pense qu'une invitation, c'est toujours une bonne vibration. On m'invite au stand, je dis d'abord oui. C'est comme un paquet qu'on vous offre, après vous ouvrez et vous découvrez le contenu du paquet. Donc j'ai d'abord dit oui. Mais j'ai dit à la personne qui m'invite, voici ce que je pourrais être aussi. Parce que quand vous saluez quelqu'un, il peut déterminer votre personnalité en tâtant votre paume de main. Ce n'est pas une salutation comme ça à distance, c'est une salutation tactile. Et ce projet, c'est une partie de ce que je pourrais appeler mes empreintes digitales. C'est tout un parcours. Mais bien évidemment, on ne maîtrise pas toujours tous les chemins traversés. C'est une bouteille à la mer, comme disait l'autre. Si je parle ainsi, c'est que j'évite de répondre à la question. Et c'est toujours intéressant d'essayer de ne pas être intéressant, puisque l'intérêt, c'est de ne pas être intéressant. C'est-à-dire qu'il faut être tout simplement, il faut être. Le miroir ne vous dit jamais si vous êtes beau ou laid. C'est à vous que je vais demander si vous pensez que je suis beau ou laid, puisque c'est vous mon miroir. Cette exposition, c'est à peu près ça. On rentrera peut-être progressivement dans les pages, dans les détails, si possible, pour comprendre toutes ces incompréhensions qui m'animent tant. Je vais essayer d'être moins hermétique,
Mais, excusez-moi, je m'essaie à la poésie. On va essayer de mêler mes vers ensemble. Hein, Mika? Je transmets le micro à Simon, ou bien je garde le micro? Maybe I can tell a bit the history of the coming together of the show. So it's not like any other solo exhibition. So when we invited Pascal, we offered him like a blank sheet. We had no wish list of works to exhibit. And I think that triggered him to think about how to create a show being on the road, making it as a topic. Because that's what it is. Tornado was an exhibition, what we see today, but it's we started it immediately after the first conversation we had. He made a proposal to immediately starting to install works in the space. So normally you have this structure of how to create an exhibition behind the scene, and you prepare, and at some point there's this vernissage. We made a prelude to what we are seeing today by putting 5 chapters in one of the side wings together with some collection pieces. So, and it took a whole year that we just worked together, like the museum became some kind of laboratory. We communicated, we talked about that. And what struck me in this process is the strange absence of the artist. It was in the beginning a bit weird to constantly talk about ideas that he wanted to install, and I was producing it together with the team here in the museum. But Pascal was not really interested in joining in really physically here in the museum. He was like confident on what happened here. I would like to ask you actually, why did you do it like that? Je pense que, a priori, lorsqu'on invite un artiste, comme on dit, puisque je suis dans la position de l'artiste, dans un lieu d'exposition, on a a priori un schéma à suivre. C'est-à-dire, on est invité, on répond à une exposition, on propose des formes, on installe dans l'espace et on fait le vernissage. Donc j'ai dit, non, on va travailler différemment. Je vais proposer une autre approche à ça. On va s'interroger sur le contenu même, sur la définition même d'une exposition. Est-ce qu'on peut mettre en cause le principe même d'une exposition et appeler cela une exposition? Ça ne veut pas dire qu'on ne rentre... Ce n'est pas une œuvre d'anarchiste, mais c'est une œuvre d'exploration, d'interrogation sur la formule même ou bien sur le code même de la fabrication d'une exposition. Et j'ai toujours plus ou moins travaillé comme ça, c'est-à-dire faire bouger les lignes. Donc, je suis invité, on va dire 1 an avant. Une exposition, elle est prévue dans 1 an. Donc, je propose que nous commençons l'exposition juste maintenant. Parce que j'ai dit tout simplement, maintenant, vous m'invitez, il me semble que je suis désirable maintenant. Comme dans une histoire d'amour, je préfère faire l'amour, faire un enfant avec vous tout de suite, avant d'être laid demain. Parce que si après 1 semaine, vous ne m'aimez plus, peut-être je n'aurai plus d'exposition à faire. Donc, mais si on fait l'enfant tout de suite, au moins il y aura l'enfant qui doit justifier le moment de nos amours. Voilà. Et c'est des images, mais ça fonctionne comme ça dans la vie de tous les jours. Alors, lorsqu'on le transpose dans la quête c'est-à-dire, il y a celui qu'on rencontre, il y a celui qu'on découvre. Donc, la découverte devait être dans la fabrication de l'exposition. Donc, nous nous découvrons en fabriquant elle-même l'exposition. Mais cependant, il faut mettre un contenu, parce que là, nous sommes que dans un propos. Pensez qu'on puisse poser l'exposition avant l'exposition, ça, c'est un propos. C'est-à-dire que c'est
c'est une réflexion. Mais il faudrait que la réflexion devienne une forme, puisque nous sommes dans un espace où on explore les formes, un espace où on explore l'esthétique des formes. Et bien sûr, le musée va me dire a priori que mais Pascal, ça sera difficile parce qu'en fait, nous avons déjà un agenda. L'agenda qui prévoit tel nombre d'expositions qui sera détaillé dans tel nombre, dans tel canevas. Et j'ai dit, bon, si tel est le cas, on pourra toujours trouver un moyen. Je ne vous demande pas de bousculer l'agenda, c'est de voir comment rentrer dans votre agenda sur les parties de l'agenda qui ne sont pas encore occupées. Parce que même sur un agenda, c'est encore possible de faire des annotations. On peut écrire à côté qu'entre-temps, il y a Pascal qui vient. C'est-à-dire, on ne me met pas en grande ligne peut-être. Et dans cette intention, on va utiliser dans l'espace encore possible pour annoter. Parce que lorsqu'on lit un livre, lorsqu'on a une remarque à faire, on souligne, on surligne, on annote. Donc, je deviens alors l'annotation dans l'agenda. Et simplement, le fait d'être annoté, ça devient une programmation. Ça devient peut-être, on dirait peut-être, on va dire, c'est comme un objet indélicat sur l'objet, dans l'agenda, mais ça dit même le public lui-même ne doit pas être informé, mais c'est la démarche qui doit informer le public. Mais après, il y a l'autre question qui se pose, c'est que, ok, peut-être que tu pourras être dans l'agenda, il y a la forme, mais on n'a pas d'espace dans le musée, puisque les espaces sont déjà occupés par rapport aux expositions qu'il y aura. Il dit, même ça aussi, même dans le musée, je pense qu'il y a encore des espaces, même quand il y a, quand l'espace occupé, conventionnellement occupé, il y a encore des espaces exploitables. Et il me dit non, c'est pas possible. Mais oui, c'est possible. Par exemple, dans un musée, il y a des espaces, il y a des salles, premier, deuxième, troisième étage. Dans ces premier, deuxième, troisième étage, il y a des espaces qui n'ont jamais été occupés. Ça pourrait être le coin du mur, ça peut être le plafond, ça peut être derrière la porte, ça peut être n'importe où. Voilà. Et ces lieux-là, ces espaces-là, nous pourrons les occuper pour pouvoir rentrer dans ma logique, dans l'autre logique qui est celle d'exploration des espaces inhabituels. Je les appelle des espaces frustrés. Donc, en explorant les espaces frustrés dans le musée, nous rentrons justement dans l'interrogation de comment on utilise les espaces dans un musée. Ces interrogations, certainement, mais esthétiquement, c'est des prises de position, c'est des propositions. Voilà. Mais il ne s'agit pas de rentrer en conflit avec le format préétabli, mais il s'agit de s'interroger sur le format et de faire des propositions, mais d'une manière, on va dire, normale. Et cette démarche dans le musée transforme le musée en un espace d'exploration, pas dans une logique conventionnelle, dans une nouvelle logique, dans une nouvelle formulation. Donc, je rapporte au musée mon espace de travail. J'aide le personnel du musée à penser, en fait, nous nous aidons à penser l'approche d'une exposition différemment. Bien évidemment, on a besoin d'apporter après cette nouvelle formulation à un public. C'est-à-dire qu'il faudrait que cette nouvelle formulation rentre dans un cadre, on va dire, plus ou moins acceptable par le public habituel. Il ne s'agit pas de provoquer le public d'une manière violente, il s'agit d'amener le public à peut-être regarder aussi sa logique d'exploration d'espace muséal, de se regarder autrement dans l'espace. Voilà. Parce que le public n'est pas qu'un public parasite, c'est aussi un public proposant. Donc, le refus devient donc une exploration. C'est-à-dire, bien sûr, il y a des codes qui sont au-delà de nous, par exemple. Au moment de la production des pièces, on peut dire, mais OK, parce qu'on accepte de mettre les pièces dans ces lieux qu'on pourrait explorer, mais on n'a pas de moyens pour les produire. Parce qu'au début de l'année, le musée doit avoir de l'argent. Cet argent vient de quelque part. Et si on n'a pas d'argent pour faire cette production-là, donc on ne pourra pas, donc, même si on est d'accord, produire des pièces, parce qu'il faut voir des pièces. Et là aussi, il y a des solutions. On peut le faire aussi à crédit. Donc, je leur ai proposé une production à crédit. Voilà, c'est-à-dire qu'on fait à crédit, on pourra rembourser plus tard. Puis de toute façon, on aura besoin, au moment de faire une exposition, on aura besoin d'argent. Donc, on peut anticiper. Puisque c'est clair qu'on a une exposition, nous avons des contrats.
On peut aller voir une banque, on dit voilà, non, c'est bon, on a un contrat, bon voilà. Donc on prend un crédit et on fait une exposition et on remboursera plus tard. Et peut-être en prenant un crédit, ça peut nous permettre peut-être aussi de faire de l'épargne. C'est-à-dire qu'on a pris un crédit pour faire une exposition, mais pour finir, ce crédit devient une source importante pour le budget même du musée. Parce que c'est aussi la qualité de la proposition qui donne une certaine saveur, on va dire, à la vie. Ah, j'ai cherché le mot, mais c'est plus facile, saveur à la vie. Et là, en vous parlant, j'ai l'impression que je suis devenu, je ressens plutôt un pasteur des églises réveillées. Et ça, c'est pas bien, hein? Il faut que ça soit. Hein? Donc, il faut que je revienne sur terre. Et on pourrait pas forcément, justement, on pourrait pas, d'une manière précise, expliquer comment, ou bien le pourquoi, ou le vers où va une proposition, puisque ce sont des suggestions. Ce sont des suggestions. Cette exposition, la question va venir, qui est partie sur des interrogations identitaires. Et lorsqu'on parle d'identité, on parle des variances, on parle des différences, on parle des possibilités. Et j'ai voulu m'interroger d'une manière plastique sur ce que ça pourrait signifier l'identité ou les identités, en me servant des formes, de l'esthétique, comme plateforme de réflexion. On est parti sur Ik ben Hentenaar, ben ik Hentenaar, wie is Hentenaar, je suis Gantois, suis-je Gantois, qui est Gantois. On pourrait le dire autrement. Ik ben Afrikaans, ben ik Afrikaans, Afrikaans, wie is Afrikaans, etc., etc. Et dans cette question-là, on peut aussi dire Ik ben Koe. Wie is Koe? Ben jij Koe? Vous voyez, donc ça veut dire tout simplement que les questions d'identité sont les questions des variances. Et maintenant, je ne voudrais pas rentrer dans des propos sérieux, parce qu'on ne vient pas dans un musée pour être sérieux, on vient dans un musée pour jouer avec la forme. Ça ne veut pas dire que Mick veut le micro, mais j'ai gardé le micro. Ça veut dire que je ne voudrais pas expliquer l'exposition d'une manière trop précise pour vous empêcher d'enlever le plaisir de vous explorer vous-même. I'd like to return shortly to what you call the frustrated museum space. Zorana, you're here because we asked you more than a year ago to follow the process of what we are doing here in Musée with working with Pascal, exhibiting in these chapters that we did in advance. You also had some thoughts on what you think of this frustrated space. Can you give me a bit your thoughts on it? Je n'ai pas fait de crédit pour les micros. Bonjour à tous. I'm sorry, I will speak French because it's a bit complicated to explain all of those complex things in English. J'ai été très heureuse en fait quand j'ai reçu cette invitation de la part de Mieke Mels pour travailler avec Pascal. Son mail disait voilà, on aimerait bien que tu écrives sur ce processus, sur ce procédé assez original qui va avoir lieu entre nous et Pascal, qui veut, un an avant son exposition, faire un échange, expérimenter des choses dans une des salles du musée, où il y a des œuvres de la collection du musée.
elle a décrit ça par le terme mouvement, que j'ai trouvé assez intéressant et assez intriguant, parce que bon, c'était un terme que je n'avais jamais mis, que je n'avais pas imaginé dans un cadre comme celui-là. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à visiter le studio de Pascal, son atelier qui est énorme en fait, qui est vraiment très grand et qui s'apparente aussi finalement à un musée aussi. Hein. Il brouille les pistes parce que quand on est dans son atelier, il y a des œuvres qui sont exposées, qui sont fixes, qui sont bien là. Et son challenge à lui, c'était en fait de pouvoir expérimenter autre chose dans la salle du musée. Donc tous les 2 mois à peu près, il voulait mettre une œuvre à lui qui parlerait à la collection du musée, en tout cas aux œuvres qui étaient dans cet espace. Et donc ce côté en fait qui sortait de l'événementiel, parce que là on est vraiment dans autre chose que de l'événementiel. Comme il a dit, voilà, on est beaucoup quand on est dans un musée, on a des agendas, on a une programmation, on a des événements. Les choses marchent par événement. On sait qu'à telle date il se passera ça, qu'à telle autre date il se passera ça, et on travaille pour cet événement-là. Et là, en fait, il a intégré dans ce cadre de l'événementiel de la quotidienneté, en fait, quelque chose de quotidien, un processus qui ne se pense pas, en fait, qui se fait. Ce sont des actes de tous les jours, c'est des réflexions de tous les jours qu'on a initiées, alors à 2. On a eu des dialogues très très longs qui ont donné les textes que j'ai écrits, qui sont dans le catalogue. Voilà, donc il y avait vraiment ce dialogue entre ce qui est ancré, parce que le musée, bon, ben c'est un peu le royaume de l'ancrage en fait. Hein, les choses sont fixes, les choses elles sont fixes dans le temps, elles sont fixes dans un espace. Donc on est vraiment dans ce royaume de choses qui ne changent pas. Et lui a apporté alors des œuvres qui, au fur et à mesure, ont envahi cet espace et qui ont parlé alors aux œuvres qui étaient déjà installées. Alors quand on parle à des espaces qui sont frustrés, ben oui, mais en fait, au-delà de l'espace en termes de géographie, j'ai envie de dire, c'est vraiment l'espace des consciences qui sont frustrées, parce qu'on se retrouve dans un espace où la collection qui a un discours qui est construit par une institution, par une région, etc., on se dit très bien que la collection aura un message à offrir. Les mouvements qu'on y intègre sont là pour dialoguer et offrir en fait une autre source de connaissances. Par exemple, il a installé les œuvres, les néons Timbuktu University, qui sont des néons donc, qui sont placés en hauteur, qui évoquent en fait les sources de connaissances qui viennent d'autres espaces dans le monde et qui ne sont pas pour autant autres, qui sont là en complément et qui sont là pour entrer dans une interaction avec les connaissances que nous on construit ici, qu'on pense aussi un peu maîtriser. Voilà, donc il y a vraiment ce dialogue entre ce qui est ancré et des connaissances qui sont flottantes parce qu'elles ne sont pas encore appropriées par un public ostendais ou par un public belge, par un public qui serait flamand, etc. Et les espaces qui sont frustrés. Donc voilà, donc j'ai l'impression que je me répète un peu en fait finalement. C'est ça, c'est le pouvoir offrir un espace, même assez minime, pour trouver les points d'interaction, les points de connivence entre ce qui vient d'ici et ce qui vient d'ailleurs, entre ce qui a été fait avant, ce qui sera fait après, entre ce qui est ancré et ce qui est flottant. Voilà, c'est comme ça que j'ai interprété les espaces frustrés par Pascal. Merci, Sorana. Simon, when I discussed with Pascal possible authors to contribute to the catalog, he immediately mentioned your name, and I start reading a lot of
writings you did already in the past, of course. And I also checked our library, and I was surprised to find Revue Noire. I put it upside down. Unfortunately, it didn't fit the shelves. But so you're one of the co-founders of that magazine that started early '90s. That's also the start for Pascal to become an artist or a maker. Not call yourself an artist. How did you? Yeah, when I read your texts, I feel or I recognize a lot of how Pascal talks and thinks and exhibits and thinks on exhibiting. So I feel a connection between the both of you. You once wrote an entire interview with Pascal. Just imagine it completely by yourself. That means that you are quite acquainted with each other. How did you meet? What the Revue Noire that is put here up on the shelves shows a work of Pascal, an assemblage, Fight Against AIDS, one of his series that is published in there. Can you tell a bit about back then? Don't know if I can tell about back then. I mean, we grew old and the memory is fading away. But to tell about that interview I did with Taillou, it was because it was much easier for me to interview Taillou with Taillou. So I could make the questions and the answers. I could make him say whatever I wanted him to say. So and that was nice. It was funny when we did this issue of Revue Noire. It happened to be that I have a part-time Cameroonian passport. You know, it's better to have passport part-time, so you can switch them every now and then. And this issue was dedicated to Cameroon, and I wanted, of course, because I was part-time proud, and I wanted part-time to prove that Cameroon was something beside its eternal president, that there was something else happening there. And I think in the course of making issues of Revue Noire, it's the first time when I came 3 or 4 times in the same place. So this was the place that supposedly I was supposed to know the best. It was the place I wanted to show into a certain light. But I became one of those spaces that Taillou wants to explore, which means frustrated, because I was not finding what I wanted to find. And I didn't know what I wanted to find, but what I knew was that what I was seeing was not what I wanted, so I had to come. So it's funny, because I think that it would be a nice, when he dies in 4 centuries, there's something I could write about him, the guy who did not exist, or the guy who was not an artist. Because after 4 journeys there, some people could feel that I was becoming this frustrated space. I was still not happy, couldn't get satisfaction. And this guy told me, well, there's this guy, he's a bit spaced, a bit out of his mind. He's not really in the art milieu, which is funny when we're talking about Cameroon back then. I say, okay, I want to see that madman. So I went to visit the madman, and I was trying to remember my karate stuff and my, psychological things, because I was to meet a mad person. So I met him, and I must say I was kind of disappointed, because he was the most normal guy I've met after having for 4 times trying to meet people who claim to be artists and so on. Was just this normal guy.
talking normally. I say, where's the mad guy? Where's the mad? I was not mad at all. So, of course, I had the feeling that finally, in this country of mad people, I found somebody who was not mad. And maybe that's why everybody called him mad, because, you know, when you're mad, you don't know what you're talking about. And yes, and that's how it started. So there's always this stupid notion where people want curator, critic to be some Christopher Columbus. Now, I would ask, one day somebody came to me and asked me, how did you discover Ellen Atsui? Told them, I'm sorry. Ellen Atsui must be 20 years older than me, so how do you want me to discover Ellen Atsui? So people always want to use this kind of terms, and when we know that when I was a kid, they told me that Christopher Columbus discovered America. And later on, I found out that he never touched America. He was in the Caribbean thinking he was in India. So I think the story didn't start there, because you were saying that's why he started to become a maker. Because I think that if he was not a maker when we met, nothing would have happened. So the story started long before. So he discovered me, and I was so happy to be discovered, because I learned a couple of things. I was not that old back then, and I didn't really know myself what I was dealing with. And this is why I think that Tayu is, if I would use two words, I would say he's a surrealist anarchist, or an anarchist surrealist. I don't know, you're probably familiar with this sentence: the exquisite corpse have drunken the new wine. You're familiar with that? It's the game the surrealists used to play together. That was called Exquisite Corpse, Cadavres Exquis. And I think that this is the kind of thing he did here. And well, I want him to blush, so I'm going to say 2 or 3 things, and he blushes. I think conventions, and back then it was all about convention. It's so funny to be in a place where conventions are stupid. People give you rules when there's nothing to rule. That was Cameroon back then. Not sure if that changed. So the museum, the most ruled space. There are places you cannot put a nail. There are places where you cannot. And I think to make a convention exhibition is quite easy and doesn't bring anything, right? You make your plan and you put it there, you put it there. On the contrary, to exhibit something in a kitchen of a museum, or in the toilets, or in those places where people are not supposed to go, or places that has no nobility. It is in that sense that we call him an anarchist, because there's a political project there. There's a deconstruction of the notion of values. There's the construction of habits. And it's very interesting not to dance the way people are supposed to dance. I mean, when Michael Jackson did the moonwalk, it was much more interesting than if we were doing something else. So it's just to always to reconsider things and to play. Ernst Bloch, a philosopher you're all familiar with, was one day at a text he published in 74, I think, and was regretting that people could not play anymore. At the end, I've forgotten how to dabble, and I think this is something that I like. I don't always understand everything, especially when you start to speak Dutch. It becomes really surrealistic for me. But what is interesting for me as a curator, and I hope for any artist, is to have the feeling to be in danger. It's like to replay, like if you're in a casino. I mean, you've won. You have 2 options. You put everything in the bank, or you play again.
because this is what is interesting. If not, you sleep and you have people doing things for you. So, because this danger is not that dangerous. It's just putting things upside down, but still, you're in the frame of a museum. It's not like going to Syria or to Lebanon. But what surprises me is not that much that Tayo is always putting the table under or on the table or on the bed instead of in the chair, wherever. This doesn't surprise me, but it goes back to that very first day. So you see, what surprises me is that people don't do that, because this is what should be normal. Like you're in a space, you question it, you try new things, instead of thinking that you have a pension, When people are retired, they have a pension, so you live on your pension. I would have been surprised if Tayo would have been there and say, this is what we do, and come every day like an ordinary worker. And I love work. I have a lot of respect for workers. I'm just surprised he disappeared, because things had to melt and to produce things. And in the exquisite corpse, or in the chess game, and there's a response that you don't master. You open and you see what happened. And I think this is just the basic definition of what should a creative process be. You mentioned a chess player. You wrote it in your text that a chess player always needs an opponent, and you refer to the exhibition space as the opponent. And Pascal, you mastered quite extraordinary how to play with space. It's something I discovered along the road with you. What I also learned was most of the works in the exhibition are new productions, but here and there we also made a selection of existing pieces. And one specific work I selected is called Inspirations, and it's an old work, one that you did in the end of the 80s, beginning of the 90s. Some panels you painted with elements, thoughts, things happening around you that really moved you back then, frustrated you back then. You wrote a lot of, you wrote a lot about it. I was lucky to see those writings as well, and I felt the importance of having that cluster of stories, elements, your inspiration, source of inspiration, like to have it in the show. Although I know that you don't like to look back at your own work, and that you are not really interested in your own history and in the works per se, that you're more like into creating new stuff. But I think it was an important link to bridge history with the present, and what is all we have to talk about the future as well. Can you maybe just tell a bit about it? Oui, je dois déjà apprécier. Quand je parle comme ça, on m'écoute, non? Oui. Ça. Donc, Mick, il faut l'enregistrer. Oh, yeah. Je n'aime pas le coup de ma voix. Ça, c'est le problème. Merci beaucoup, Mick, de m'avoir mis dans mes derniers retranchements. Mais en fait, c'était le propos. C'était comment arriver à trouver la bonne conversation entre toi et moi. Parce que tu m'invites, mais j'ai envie que nous nous regardons réellement et que nous nous posons des questions
pendant que je me pose des questions sur comment je travaille, toi, tu te poses des questions sur comment tu travailles. C'est ça un peu. Et là, je deviens peut-être un manipulateur, ben, je l'assume. Parce que je pense que nous voulons tous être ce que nous sommes. Mais quelquefois, on doit aussi suivre le mouvement, parce qu'on vit on vit dans un cadre, dans un système, on ne peut pas être hors du système. Mais il est important de savoir qui nous sommes dans le système. Ce moment où on arrive à la quête de ce que nous sommes dans le système, qu'on commence réellement à exister. Autrement, ça ne sert à rien d'être là. On n'est qu'un parasite, on consomme, on avance, et on est dans la moutonnerie universelle. C'est peut-être des formes d'hypocrisie assumées en tant qu'humain, mais ce n'est pas quand même juste que de croire qu'on existe alors qu'on est mort. Alors, comment on vit? Comme nous tous, nous sommes des fruits des environnements, on est né dans des sociétés, et voilà, on y grandit, on est éduqué, et après on cherche, on essaie de s'assumer, voilà, donc je suis né où j'y suis né, donc j'ai cru à ce que j'ai appris, jusqu'à un moment donné, je me suis rendu compte que c'est comme me passer, comme je voulais être un peu, je voulais dire comme suppositoire. Voilà, je m'excuse. Était plutôt des dafalgans, des aspirines. Ça ne guérissait pas en fait, ça ne touchait pas au fond, on va dire, le mal, l'intérêt d'être humain. Et tout à coup, je me suis réveillé, tout à coup, je me suis dit, mais tiens, il y a un problème là, il faut que je m'interroge. Là, j'essaie d'être ce que je ne peux pas assumer réellement. Parce que la façon de l'être, la façon dont je veux l'être, ce n'est pas... Ça ne correspond à rien. Ça va plutôt recréer une suite d'insuffisances, au pluriel, beaucoup d'insuffisances. Ça, c'est la société plus globalement. Je te dis, alors, autant mieux déjà faire ça, mon propre diagnostic de mon état, et en cherchant quelle est ma position dans le système, balayer devant ma cour. Et voilà comment il y a eu des thèmes, il y a une observation basique, je regarde autour de moi, il y a des guerres, il y a des problèmes sociaux en gros, ça peut être politique, environnemental, tout ce qu'on peut imaginer. Mais je ne focalise pas dessus comme étant des thématiques à traiter pour le monde. Ce sont mes mots à moi. C'est des choses que je constate qui m'empêchent de vivre. Donc c'est à moi de trouver mes propres, on va dire, solutions, mes propres voies de secours, mes propres suppositoires. Et donc ça se transforme donc en thématique de réflexion. On dit diagnostic, observation, diagnostic, réflexion. Donc j'ai pris comme ça, à tout hasard, des éléments. La liberté, par exemple. La guerre. L'art. Ça, c'est important. L'art, c'est quoi l'art? La femme, l'homme. J'ai essayé de traiter tout cela à ma manière, de regarder ça de près. Donc, par exemple, pour la liberté, je me suis dit, mais en fait, lorsque je regarde tout autour de moi, bon, il y a 30 ans hein, que je me suis posé des questions comme ça, juste à l'instant que je me suis rendu compte que j'étais pas exactement ce que j'étais, que je pensais être, j'ai commencé cette réflexion. Je dis, ben, en fait, la liberté, mais tous ces concurrents de liberté, mais pourquoi ils ont tellement combattu pour la liberté, mais pourquoi on n'est pas toujours libre? Est-ce que c'est comme ce qui me semble être la liberté, est-ce dans la liberté? Donc je me pose ces questions à moi tout simplement.
Et je me rends compte que finalement, la vraie liberté, c'est quelque chose de personnel, d'intérieur. Ce n'est pas un combat de foule, forcément. Si je n'arrive pas à respirer librement, je ne sais pas comment je pourrais dire à quelqu'un d'autre de respirer. En ramenant cette liberté à l'espace d'expression, de la création, comme on dit, de la proposition. J'ai dit, ça pourrait simplement être de dessiner des croix à la place du cercle, tout simplement. Par exemple, rentrer dans une église et dire la croix, c'est un cercle. C'est du blasphème pour certains, pour les croyants. Mais pour moi, la croix, c'est un cercle. C'est-à-dire, je regarde le cercle comme une croix. Pourquoi la croix doit être une croix? Pourquoi le cercle, d'ailleurs, doit être un cercle? Pourquoi ça ne peut pas être autre chose? Ce ne sont que des symboles. C'est des choses simples, très très simples. Mais ça pourrait renverser ce monde. Simplement le fait de dire que la croix, c'est un cercle. On devient terroriste. Et ces questionnements font que je me pose des principes. Mais c'est personnel. Il ne s'agit pas d'aller gouverner le monde avec ce en quoi je crois. Et c'est dans la pratique maintenant que je vais aller vers l'autre symbole face à moi. Ma croix, c'est un cercle. Sa croix, c'est la croix. Ça peut être un carré, c'est pas grave. Ce sont des symboles. J'ai parlé au début des identités. J'ai parlé des variances. Vous voyez, on s'y retrouve. Et je me suis dit que je sois du nord, du sud, de n'importe où, du moment où je ne peux pas savoir ce que je suis, pour espérer savoir ce que l'autre est, je ne m'en sortirai jamais. Je serai dans des convictions hypocrites. Et dans le champ, maintenant, de ce que l'on m'accole après, puisque je dis la croix, c'est un cercle. Pour ceux que la croix est une croix, je suis un fou. Ah, il est fou. Comment la croix peut être un cercle? La croix, c'est la croix. Eh bien, non, la croix, c'est un cercle. Parce que vous, la pollution, donc, votre état de pollution est peut-être moins avancé ou plus avancé que le mien. Je peux encore observer que la croix n'est qu'un symbole, vous pas. Et les questions des dogmes ne peuvent pas sévir dans l'espace de l'expression. Lorsqu'on dit qu'un musée est un musée, il doit être un musée. Lorsqu'on désigne le musée comme étant le socle des expressions, ça ne va pas être l'emblème de la confusion ou bien de l'absolutisme. Et malheureusement, les musées sont des églises. Même les musées les plus contemporains sont les églises. Sont des lieux de torture. On ne réfléchit plus dans un musée. On ne s'amuse plus. Le rouge est rouge. Le rouge ne peut pas être vert. C'est normal, ça? C'est pas normal. Et je m'interroge. Je m'interroge dans la pratique. Puisque, jusqu'à preuve de contraire, je suis encore dans l'espace de l'esthétique. L'espace visuel, du plastique. Donc, je suis encore dans ce cadre-là. Pourquoi faut-il convenir qu'une peinture doit toujours être une peinture? Pourquoi la peinture doit toujours être, on va dire, des couleurs sur une toile? Une peinture peut être une banane. Qu'est-ce qui nous fait, qu'est-ce qui nous oblige à croire qu'une peinture doit être une peinture? Moi, j'ai été obligé de croire que je suis un artiste parce que j'ai fait des affaires. Pour moi, faire de l'art, c'est faire des affaires. Parce que je dois payer mes taxes. Si je ne paye pas mes taxes, j'ai un contrôle fiscal. Donc, j'ai fait de l'art. Je ne suis pas un artiste. J'observe tout simplement et je me dis, tous ces outils que nous avons, ça peut nous permettre, dans le choix de nos occupations au quotidien, de mieux nous situer en tant qu'existants.
C'est-à-dire, si je suis docteur, j'ai besoin de créer. Si je suis politicien, j'ai besoin de créer. Alors, pour créer, je dois devoir faire bouger les lignes. Si je ne bouge pas les lignes, je ne crée pas. Et c'est l'excellence de la création qui fait que l'espèce a plus d'espérance de vie. Et moi, je ne peux pas être un fabricant ou un ouvrier de l'espace muséal et détruire le musée. Le socle du musée, c'est la diversité. Je ne pourrais pas rentrer dans un musée et sublimer la renommée, par exemple. De toute façon, ce n'est pas moi qui fais ma renommée, c'est mon public qui fait ma renommée. Et en plus, pourquoi je dois être un peintre ou un sculpteur? Puisque dans la rue, j'espère répondre, hein, Mika, puisque dans la rue, pendant que je me balade, personne ne m'a jamais demandé si j'avais une peinture à offrir. Mais parfois, on m'a demandé si j'avais la drogue à offrir. Donc je sais comment être riche, matériellement par exemple. Je peux être dealer de drogue. Parce que les gens, lorsqu'ils me voient, je ressemble beaucoup à quelqu'un qui peut dealer la drogue. Pas à quelqu'un qui peut dealer de l'art. Vous voyez? Pour dire tout simplement que je ne pourrais pas rentrer dans les chaînes de la codification. Nous ne devons pas rentrer dans les chaînes de la codification. Nous devons enchaîner les chaînes. Nous devons enfermer les chaînes. Parce que la définition de la liberté, c'est enchaîner les chaînes. Et lorsqu'on enchaîne les chaînes, ces chaînes-là, chaque espace de notre vie a un cadenas. Et nous sommes le trousseau. Un trousseau, c'est un ensemble de clés. Et chaque espace de notre vie a un cadenas. Il y a des espaces. Nous sommes le trousseau. Alors, maintenant, lorsqu'on avance, je parle de la liberté, de l'humain, même de l'environnement. On le retrouve dans cette histoire qu'on a appelée inspiration, qu'à l'époque ne s'appelait pas inspiration, parce que nous avons titré ça inspiration pour faire sérieux. Ça voulait dire tout simplement des socles de réflexion. J'observe, parce que dans ma vie d'apprenant primaire, il m'a semblé que j'ai voulu être avocat, parce que j'ai essayé du droit. Et pourquoi j'ai abandonné le droit? Parce qu'il était maladroit. C'est comme une punchline, hein? Et ça marche très très bien. Nous venons, Harold et moi, nous venons de réaliser un objet à Breda qu'on appelle la source. Cet objet, c'est un arbre qui porte des masques. C'est de cet arbre qui est posé sur une piscine, sur une place. Il y a de l'eau qui peut couler. C'est une fontaine. Mais la symbolique de l'eau, c'est des larmes. Et cet arbre, posé sur la place devant un palais de justice, c'est le portrait de l'humain qui pourrait être un arbre. Nous disons, parce que je cherche un moyen pour situer Harold dans cette conférence, parce qu'Harold est là. Donc, je vous l'ai dit, parlant de la justice, puisque nous partons de droit, qui est maladroit, pour dire que la justice est injuste. Parce que pour un cas, si nous nous retrouvons devant le juge, c'est parce que nous savons pertinemment que les deux personnes, l'accusé et... Il y a l'accusé et qui? Le défenseur. Voilà. Chacun se dit avoir raison. Mais tous les deux savent qui a tort. Mais ils vont quand même devant le juge. Mais vous savez toujours que ce n'est pas toujours celui qui a raison qui gagne. Mais c'est toujours clair qu'à la fin, il y a toujours des larmes qui coulent. Des larmes de peine et des larmes de joie.
Là, je suis en train d'essayer d'expliquer comment un objet peut faire sens, mais ça reste un objet. Donc, cet arbre, qui finalement on appelle l'arbre rouge, couleur sang, parce que le rouge, le sang, il est intérieur, il nous appartient tous. On place encore l'homme, l'humain au centre de l'histoire. Donc nous sortons chez le juge, on pleure tous les deux, de joie et de peine. Et parfois celui qui pleure de joie, c'est celui qui a tort. Ça dit que la justice est injuste généralement. Mais alors pourquoi donc aller chez le juge? On va seulement chez le juge parce que nous ignorons que nous avons le trousseau de la vérité dans nos poches. Faire des objets, ce n'est pas forcément sculpter, au sens de la sculpture. Faire des objets, c'est chercher un moyen d'aller vers l'autre, en mon sens. C'est des traits d'union. C'est des victoires sur soi-même. Cette exposition, puisqu'il faut en parler, s'appelle Tornado. Parce que dans tornade, on peut voir la violence, a priori. La tornade, il n'y a personne qui dira à son fils, sa fille, ou soi-même courir dans une tornade, parce qu'on imagine qu'il y a des choses dangereuses qui pourraient nous tomber dessus. Mais on oublie parfois que dans la tornade, il y a aussi des flocons de neige. Ah ouais. Il y a aussi des plumes. Il y a des choses douces. Il y a aussi le vent. Le vent n'est pas forcément un objet dangereux. Et c'est ça la vie. La vie, c'est un mélange de tout, de bien et de mal. Cette exposition, c'est un peu comme le portrait de ce que j'observe. C'est le portrait du monde tel que je vois, tel que j'ai découvert depuis les inspirations. Lorsque j'ai fait mon diagnostic, je note des choses dangereuses, des choses qui m'embêtent. Mais je cherche un moyen pour pouvoir le rendre douce, vivable. Et depuis ce jour-là, je continue à balayer devant ma cour. Parce qu'il y a des gens qui viennent me rendre visite, je ne veux pas que les gens tombent dans des trous devant ma cour. Je ne veux pas qu'ils se fassent blesser par les tessons de bouteilles. Et pour moi, faire les choses, c'est ça. Et le musée, ce n'est qu'une plateforme d'exploration. C'est une plateforme d'exploration. Ce n'est pas un lieu de conviction ou un lieu de reconnaissance pour moi. C'est une occasion pour dire merci à ceux qui pensent que je sers à quelque chose. C'est un lit pour faire l'amour, le musée. Mais il peut y avoir des dangers, même en faisant l'amour. Parce que tout le monde croit que faire l'amour, il n'y a pas de danger. Hein? Non, il peut y avoir des dangers aussi. Voilà. Dans les inspirations, en gros, c'est ma trousse d'outils. Ma trousse d'outils, c'est mon marteau, c'est ma guitare, c'est ma plume, c'est ma, je sais pas quoi, c'est ma pelote de laine. Pour faire un clin d'œil à Katia, c'est ma façon d'exprimer mon surréalisme gantois. Parce que gantois, surréaliste, je suis. Merci, Pascal. You mentioned the exhibition is called Tornado. It refers also to one of the works that is quite present in the exhibition space. It's floating corrugated aluminium sheets, and they're colorful, of course, but they're also like wandering around, like wandering souls. Sorana, you
wrote about that very beautifully. Can you give me your thoughts? Ne sortez pas, s'il vous plaît. C'est très intéressant ce qu'elle va dire. Tu as fait le best. Tornado, oui, c'est une œuvre en fait qui est composée de plusieurs morceaux de tôle que Pascal a peintes et qui sont suspendus alors comme si elles étaient un peu suspendues dans les airs en fait. Donc elles sont flottantes. C'est comme si c'est le vent qui nous les avait amenées. Donc j'ai trouvé que c'était quand même une image très poétique. Et j'ai imaginé alors que les tôles, voilà, étaient venues de loin. J'ai pensé aux mégapoles africaines comme Kinshasa, par exemple, qui sont des endroits qui grandissent de façon un peu tentaculaire, sans un ordre apparent. Et ça grandit parce que des habitations se construisent, voilà, parfois avec autorisation, parfois sans autorisation. Et ce qui protège à ces habitations, en général, c'est des tôles, quoi. C'est des tôles. Et donc j'ai imaginé que les tôles qu'on retrouve dans cette exposition sont des tôles qui nous sont arrivées par le vent d'endroits qui sont très, très lointains. Et donc du coup, on pense. Moi, j'ai fait un lien avec les migrants qui arrivent ici et qui sont pleins, tout comme la tôle est et pour moi est une métaphore un peu de, j'ai pas envie de dire de la débrouillardise parce que c'est trop facile et j'ai l'impression que c'est un terme qu'on a trop utilisé, mais une façon, ça symbolise un peu une façon d'être dans le monde et d'habiter dans le monde. Cette façon de trouver des solutions, d'être voilà, dans un compromis entre l'ancrage et le déplacement. J'ai vu voilà, ces tôles comme des migrants qui arrivent ici, parce que voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est en train de traverser ce qu'on appelle en Europe une crise, entre mille guillemets, de migrants, voilà, qui arrivent dans les pays européens, plein de connaissances en fait qu'on ne reconnaît pas, et on en revient à la question de la connaissance. Qu'est-ce que connaître? Qu'est-ce qu'habiter en fait? C'est quoi être ancré dans le monde? Qu'est-ce qu'on peut apporter à ses contemporains, à les sociétés dans lesquelles on vit? Donc voilà, j'ai vu ces migrants comme des personnes qui sont ici, qui sont pleines de connaissances, mais dont les espaces dans lesquels ils arrivent non, j'ai mal formulé ma phrase, là je vais recommencer. Rewind. Voilà, ils arrivent en fait à des espaces finalement tellement institutionnalisés, tellement ancrés, avec des murs qui sont très, très solides, qu'on n'arrive pas à défoncer comme Simon l'a dit un peu plus tôt. Voilà, on ne peut pas mettre un clou avant de demander une autorisation. C'est une assez belle image. Donc ils arrivent à des endroits comme ça où les connaissances qu'ils ont accumulées ne sont pas mobilisables en fait. Parce qu'on leur refuse ça. Donc quand Pascal voilà, parle de l'expérimentation en fait, de remettre les choses en question, c'est une question avant tout de relation, je crois, parce que c'est quand on se permet d'être dans une certaine errance de la pensée, qu'on se permet de sortir du cadre, qu'on est prêt à entrer dans une relation avec l'autre, parce que c'est l'autre qui nous apporte
une occasion de sortir de notre subjectivité et de ce qu'on pense être connu. Donc voilà, c'est un peu dur de vous expliquer ce texte-là, parce que oui, il a un aspect assez poétique, je trouve. En tout cas, pour moi, je me suis imaginé plein de choses, mais il revient très très bien, je trouve, sur cette pensée de remettre les choses à des perspectives qu'on ne connaît pas, et que pouvoir s'ouvrir à ces perspectives-là, c'est une façon de réaffirmer notre identité aussi, parce qu'on a souvent peur de perdre notre identité face à l'inconnu, face aux gens qui sont inconnus, face à des situations qui sont inconnues. Mais c'est justement en fait des moments et des espaces où notre identité peut être reconfirmée, être resolidifiée. Donc c'est le flottement et ce désancrage en fait qui nous permet de nous réancrer. Donc voilà, bienvenue aux migrants, quoi. Tu as raison de te faire des compliments, on ne sait jamais. Oui, tu as dit que c'était un texte poétique plutôt fort et magnifique. Non, non, mais je dis c'est très bien. Oui, c'est comment on peut... En fait, tu parles de... C'est l'expérience. C'est l'expérience. Vous savez, dans le confort, on a toujours l'impression que que le confort est quelque chose de confortable. Nous sommes tous d'accord que le confort devient parfois inconfortable. Ou non? Il faut participer, hein? Voilà, donc, parce que il y a parfois, mais lorsqu'il devient inconfortable le confort, on est parfois face à la difficulté de se remettre en cause, parce qu'il y a aussi l'environnement. Parce que ce n'est pas parce qu'on a besoin de faire bouger les lignes que c'est facile aussi de faire bouger les lignes. Il faut toujours, quelquefois, des situations pour vous permettre en fait, d'exploser. Voilà, et parfois il y a certains qui boivent un verre d'alcool, d'autres qui fument un joint, mais en fait, c'est plus bien de faire un combat plutôt bio. C'est mieux. I was wondering, maybe you addressed the audience, maybe there are some questions coming from you, because my colleague made a signal for the timing a little bit, but maybe you have some questions you want to ask one of us. Est-ce que Mieke vous a refusé certaines... Heeft Mieke u bepaalde stukken geweigerd voor de tentoonstelling? Ah. C'est la question, c'était pour vous. Hein? La question c'est? Ah, est-ce que j'ai refusé des œuvres à exposer ici? Non, en gros, on ne s'est jamais posé des questions un peu, on n'a jamais vu les choses dans ce sens. On a plutôt travaillé un peu dans un dialogue. Non, il n'y a jamais eu de questions. Je n'oserais pas refuser des œuvres de Mieke. Et Mieke, je ne pense pas que... Non, non. Voilà. Peut-être que mon beau-père veut poser une question. Hein? Hans, tu veux poser une question ou non? Non. Mais Hans. Une question? Oui. Alors, comment? Oui, je sais qui veut poser une question. Bonjour Pascal. Je me rappelle que vous êtes venu ici en Belgique en 1996 pour l'exposition de Rode-Poort. Et je pense que le seul objet que vous aviez avec toi, c'était une ficelle, je pense, hein, un visnet, une ficelle.
Et un filet, oui, voilà, c'est ça. Un filet, un grand filet vert. Et vous a mis des caisses des œuvres d'art là-dedans. Et avec la question ou votre idée sur le croix et le cercle, je me pose la question, à ce temps, étiez-vous un apôtre ou Jésus avec le filet? Alors, la parabole du filet, est-ce que j'étais un apôtre ou Jésus? Pour être honnête, j'étais Jésus. Et je deviens de plus en plus le Père lui-même. Mais là, faut pas... Non, je rigole. Cette exposition, il faut le remettre dans son contexte de Rodeport. Nous sommes en 96 et je me souviens du contexte, comment je rencontre Yann, après comment je découvre le SMAC, sa version originale. Et je pense que je venais de sortir du berceau de Simon Djamil. Et j'étais en balade, j'étais en vadrouille. Peut-être le filet, c'est plutôt comme un hamac pour moi. Je m'en servais comme pour construire mes tentes dans le parc parce que je me baladais dans le travers, je vadrouillais. Et le filet, c'était en même temps un hamac, ma toile, c'était tout pour moi. J'avais été invité, on va dire, d'une manière subite. Puisque Yann me dit, Pascal, je suis en train de faire une exposition à Gand. Je ne sais pas ce que tu fais. Je veux voir ce que tu fais. On était à Turin, dans la ville. Ma liste est déjà arrêtée. Même le catalogue est déjà lancé, ce qu'il m'avait dit. Mais si jamais ce que tu fais me parle, j'arrête tout et je t'invite. Il l'a fait. Et ça m'a beaucoup étonné, parce que je ne pensais pas qu'il pouvait tout arrêter pour m'inviter. Et maintenant, j'arrive à Gand, ce n'était pas prévu sur mon itinéraire. J'étais en plein balade. Et j'arrive dans cette folie, parce que vous étiez en plein, Hans, vous vous souvenez, vous étiez en plein montage. Il y avait tout ce monde qui était là, que je découvrais. J'étais un peu à l'école de la vie. Mais j'avais une forme d'assurance, c'est ça qui m'a sauvé, je crois, que j'essaie de garder encore. On s'est baladé dans le musée, il m'a dit, Pascal, ce tissu, tu vas le faire ici. Tu vas le faire ici. Quoi? Je ne sais pas. Je dis, peut-être continuer ce qu'il avait vu. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de caisses qui traînaient et qu'il y avait des choses qu'on avait sorties des caisses. Et je me suis dit, si on transformait ces caisses comme étant des comment on appelle ça? Des fruits de mer. Voilà, c'est-à-dire quand on jette, on jette le filet comme ça, après on tire le filet, et dans le filet, il y a les fruits de mer qui sortent, avec tout ce qu'il peut avoir. Donc je dis, on va accrocher le filet au plafond, et dans le filet, on va mettre les caisses. Et c'était une forme de parabole, bien évidemment. J'étais en train d'écrire, peut-être, le dernier chapitre de l'Évangile. Je ne savais pas que je vais être interrogé là-dessus aujourd'hui. Tu te souviens, Hans, nous sommes allés chercher des poissons. On a même mis des poissons dans des caisses. Mais après, on a travaillé dans l'espace. Mais sans te mentir, j'étais encore dans une logique. Comme je suis dans une logique, je m'interrogeais, je me posais des questions. Je me disais, mais je suis dans quoi? C'était une tornade, un tourbillon. Et voilà. Et autour de moi, j'avais cette chance de rencontre du hasard. Et tout le hasard autour de moi était des gens qui me donnaient déjà. Ils me regardaient comme si j'étais déjà un sage. Et je me comportais comme un sage. Parce que, dit-on, comme dit l'autre,
je suis un seul enfant, mais l'enfant, le père de l'homme. Je ne serai jamais Jésus. Je viendrai toujours écouter votre évangile. Hein, Mika? We made a fishing net together as well in this exhibition. Oui, il y en a des fishing nets, mais ça n'a aucun rapport. On va dire que c'est une incidence, une coïncidence. Il y a quelqu'un là qui va me poser une question ensoleillée, une question tropicale. Thank you. I'm very happy to have the opportunity to be here today. Oh, yes, that's. Sorry. Exact. So I will try to do it in English because there have been a lot of French going on around. And as far as we, as we live in Belgium, it's always good. English is a language that makes all of us kind of, agree or accept each other. So my question is going to the institution, actually, is to understand why did you choose now to finally have something with Pascal, who have been based in Belgium since a while, or who have been around since so long? I mean, was there any, back in the days, was there any visa issue that made that you couldn't invite him from Cameroon or from elsewhere? Or what happened? Was there less money or more money? What happened? Thank you. Yeah, strange. I'm not really institution, but this institution, Musée, has also its history, of course, and it's not that old. It's the mid 80s, the beginning of the 90s that this building first became used as museum. 86 or 87, yeah. I was very little then. No, why showing Pascal now and invite Pascal now and not earlier? I think that all has a parcours, a route we follow, and with Musée, we always try to create ensembles in histories, in stories we want to tell, with artworks, with artists, multiple histories we want to create. And as I said in the beginning, we first collaborated within the context of the Salut d'honneur Jan Hoodt in 2014. That's when I first met Pascal in Ghent in his atelier, when he made a proposal to do this salut to Jan, which was quite impressive to do and to collaborate in that. So it was like this first little step in doing something together, to start some conversation already. And then you have also like this policy of collecting work, which we did also in Musée. We also bought work from Pascal already, and then like the next question was like easy. Let's make a show together. So, but that why not in the 80s or the 90s? Why not when he was still wandering around, and why only when he is here in Belgium? I don't know. I don't have that answer. It's maybe you have. No, in fact, we are waiting for collaboration between institutions. So I think I just received a letter from Musée asking if it was possible to collaborate with a museum from Cameroon, but Cameroon never replied. And then maybe that's also one reason why you did not invite me more earlier.
because in Cameroon they said that they never reply. You ask them to send to reply to your invitation to invite me, some people else, but they say no. I mean, they never replied. It doesn't exist anymore. The answer. That's why maybe we will check this. But for sure, in the future, the collaboration is going to be more deeper and further. We see how to bring the musée in Cameroon, Musée M-U-Z-E-A in Cameroon, and we hope that Cameroon also going to come here all together, or Africa all together to make a show. So we're going to make a good balance between all continents. The museum a bit too small for the whole of Africa. It's a conversation between Simon and Ike. Yeah, no, the museum is going to be small, but the museum is not in terms of space. It's in terms of walls. It's concept. Do you have many concepts coming from the official museum in Cameroon? Or in Bangui, for instance? Of course, yes. It's some kind of surrealism concept, they are working on. I tell you, they have to be more, something, just in the mind. And then from the mind maybe never even maybe real, like. I understood today why Pascal Martin-Tayou living in Belgium. I told you earlier that he was an anarchist surrealist, but he was telling us things that Magritte would have approved when he was saying this is not a pipe, when he was saying the cross is a circle. So I wonder actually who is the more surrealist, the Cameroonian or the Belgian? Well, what do you think? You've been living here for a while. Can you share the experience of the Belgian surrealism compared to the Cameroonian one? In fact, I think the question Guy just comes up with is very important, interesting question. I mean, is if, for example, as a Cameroonian or as African, I'm willing to be invited to make a show, I'm going to work for a long, long, long time. Because the museum system doesn't have to do with my system. And this, I have to know that. That's why also in terms of space, we have to think how to recreate or make a proposition or new way to think the space. Because thinking the space according to the system, we know already, it's going to be more difficult for us, even for local, let's say, Belgian artists. Because we all always look to be shown somewhere. But if we wanted to be shown everywhere, everyone has to be there, it's going to be difficult for everyone. That's why it's more maybe interesting to see how to pretend to do something else. I didn't want to draw on that, but first of all, I could have asked the institution, why didn't you invite him in 20 years? I mean, every museum has its policy, because I had the feeling that there was something in your question that you didn't ask. And I don't see why this museum should invite some Cameroonian or some whatever earlier. They have their policies, and if it's a real museum, they have their policies, and they invite people that they had a contact with. It's not like if they had to invite the African Union, and then the United Nations, and then if that was the sense of your question, because it so happened that Tayou is not a guy from Ghent, like every guy in Ghent. Did I say Ghent properly? So the Tornado is a very big show, and now we are talking, this is the new piece in the Tornado piece. This question is a part of the show, the question himself. Because the show is not only object in the space, it's also how we think, how we look in situation, how we look our code, how we look ourselves. Because asking this question is also something inside. It's behind the question is that, why Tayou? Non-Tayou. Tayou is a guy, everybody know about Tayou. Why today they invite Tayou after 10, 20 years ago? That's a good, but
it's not so important that they can keep longer before inviting, because I don't need to be invited for example, actually. Because I can also invite people. Actually, as someone said, the space we have in hand, there we can also make exchange. I can also invite a collection of SMAC or Pompidou in my space in hand. That's why I call it pretend to do. A pretension is something not bad, not so bad. Because the show is not the show because it's in the museum. What is museum? The museum is not the, let's see, it's not the sign, the symbol of a show. You can make a show in the street, you can make a show in your room, you can make a show everywhere. Top of the, I don't know. You know, we have to be more relaxed. Of course, the institution is in front of us to make us look, like some kind of mirror, you know, the institution. So from the mirror, you can look yourself to know how far you can go or how you can manage your speed in the scene. But the institution is not comment dire, c'est pas l'institution qui fait la marque de ce que vous êtes. Elle peut vous aider à promouvoir ce que vous voulez être. Mais ce n'est pas l'institution qui fait ce que vous êtes. Je me souviens, I remember, we did a show in Paris with Simon, Africa Remix. And then we did a conversation in Africa Remix, in Centre Pompidou. I was with my colleagues. So, most of my colleagues was only happy because they was in Centre Pompidou. Who cared to be in Centre Pompidou? You have to do something yourself. You are Centre Pompidou yourself. You are Louvre yourself. You are a museum yourself. C'est pas le Centre Pompidou qui fait ce que vous êtes. C'est vous qui êtes d'abord vous. Et pour ça, c'est important de voir comment progressivement oser. Il faut oser. Et la prétention, elle est positive. C'est des propositions. Par exemple, avoir un espace à Gand, ce n'est pas parce que je veux avoir un musée et je veux avoir un atelier. Je n'ai jamais voulu avoir un atelier. Mon épouse est ici. Elle sait très très bien que je n'ai jamais voulu avoir un atelier. C'est un accident de parcours. Je peux d'ailleurs raconter l'histoire. C'est ce moment que la banque me dit, je peux te faire un prêt. Je dis, ok, je l'achète. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui l'achète, c'est la banque qui l'achète. Bien évidemment, je rembourse. Mais si jamais je ne rembourse plus, mais la banque récupère son bien et me redonne ma part. Alors, donc c'est la banque qui a confiance en moi. Donc, elle n'est pas obligée. Je n'ai pas de moyens d'obliger la banque de me faire un prêt, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est la qualité de notre approche, de notre démarche, qui peut justifier nos intentions. Je pense que quel qu'en soit ce que nous sommes, quel qu'en soit ce que nous avons fait, notre engagement justifie notre démarche, enfin, la suite de nos rêves. C'est une question très importante, Guy. Tu l'as posée. Moi, je réponds à ta place, ça ne sert à rien de faire des broderies inutiles. Harold, qui est ici? J'ai travaillé avec Harold sur un projet. Je vous explique comment pourrait fonctionner un projet. Peut-être on peut l'imaginer. Là, je montre, on va dire, mes fesses tout nues. Hein. Par exemple, lorsque une ville hollandaise vient me voir pour dire on a besoin de faire un projet dans la ville. Je dis oui, je vais faire un projet avec vous. Il dit oui. Après, il dit non, mais c'est toi qui dois suivre le projet. Moi, Taïou, je dois suivre le projet. Je dis ça veut dire quoi suivre le projet? Ça veut dire qu'on te donne de l'argent et tu dois contrôler tout de A à Z. Je dis mais c'est pas possible. Mais le système voudrait que je contrôle tout de A à Z parce que dans la tête du système, le système dont je fais partie, parce que pour lui, c'est justifié qu'il fait travailler des artistes, dont moi. Oh, mais je dis non, c'est pas possible. Parce que le projet que je devais faire concrètement, il y a des parcelles dans le projet que je ne peux pas contrôler.
et je suis honnête. Eh bien, il faut des gens pour le contrôler. Et ces gens, ils ont l'expertise pour le faire. Et la ville dit non, on ne peut pas. Je dis, mais c'est votre système, mais moi, vous m'invitez, vous suivez mon système. Si vous ne le suivez pas, on ne le fait pas. C'est vous qui avez besoin de moi. Et c'est la qualité de mon travail qui fait qu'on pourra avancer. Maintenant, si vous me rejetez parce que vous refusez ma logique, ça dit qu'on ne se connaît, on ne se connaît pas. Alors, donc, si maintenant Harold vient maintenant comme mon producteur, c'est parce qu'il a l'expertise, il peut le faire. Et en plus, ça fait qu'Harold, il fait ce qu'il peut faire, il peut vivre dignement, et moi, je fais ce que je peux faire, je peux vivre dignement, et il y a une espèce de travail d'équipe. Mais la ville dit non, nous sommes les décideurs, c'est nous qui décidons. Il dit, moi, je suis le peuple, c'est moi qui te donne le pouvoir. Mais oui, et c'est ça, et ce n'est pas des questions. Quelquefois, on peut croire que ces questions se posent, sont géographiques. Qu'on se les pose plus sous les bananiers. Mais ces questions se posent, je vous dis, ça se pose partout. Ça se pose partout. Et encore plus dans la sphère, entre guillemets, artistique. Parce que tout porte à croire qu'être un artiste, c'est être un handicapé. Ça dit que quoi? Tu es artiste, on te fait un projet, ça dit qu'on t'aide. C'est une espèce d'aide, de subvention. Et moi, je refuse. Et il y a des collègues qui, bien sûr, ils ont le talent de jouer les grands handicapés. Et comment on joue le grand handicapé? On essaie d'être complice du système. Moi, je ne suis pas contre le système, je suis le système. Je suis le système. Et ça n'enlève en rien la qualité esthétique des propositions. Je rappelle bien, nous sommes dans l'espace visuel, esthétique. Et ce que je raconte peut être une source d'inspiration. Parce que l'idée peut devenir une sculpture. C'est-à-dire on peut faire une sculpture sur comment fonctionne un système. C'est ce que nous avons fait. On a fait une installation, c'est quoi une tornade? Tu vois, je te retire le micro. Donc on a fait comment fonctionne une tornade. La question qu'il vient de poser, c'est une question qui fait partie de tornade. On la pose au stand, on la pose à Gand, on la pose à New York, c'est la même question. Nous sommes d'accord? Voilà. Là, nous sommes en plein dans l'exposition Tornado.